Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Bonjour et bienvenue dans ce 39e épisode de C'est maintenant. Nous explorons depuis quelques épisodes le développement des compétences de communication, des compétences qui sont tout à fait utiles et nécessaires dans les périodes de changement et de transition. En particulier si vous êtes dans le contexte et la situation, par exemple, d'un changement au niveau professionnel, un changement dans l'équipe, un changement que vous devez communiquer avec peut-être des collègues, un changement que vous devez communiquer peut-être avec des clients ou avec des partenaires. Et dans le contexte de ce type de changement-là, nous cherchons à affiner nos compétences en écoute active, en assertivité, en expression de soi, et nous allons essayer au cours de cet épisode d'aborder plus précisément donc le sujet de comment, avec la pleine conscience, peut-on ajuster au mieux son style de communication et le contenu de sa communication en fonction du public auquel on s'adresse, de façon à maximiser finalement l'impact et l'engagement dans le changement, dans la transition auquel on aspire ou dont on a peut-être la responsabilité. Et comme à notre habitude, pour démarrer, nous avons une citation que Jacqueline a choisie cette fois-ci. Ouais, et décidément, parfois, franchement, je les utiliserai toutes les trois, ou en tout cas 2 sur 3. Ouais. Donc, je trouve que le choix est vraiment difficile par moment. Mais voilà, je vais en choisir qu'une seule, qui dit « La clé d'une communication efficace est de parler à la tête pour que le cœur écoute ». Et c'est une citation de Deepak Chopra. Ok. Qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que là, moi, quand je lis ça, je me dis, ouais, je vois pas tellement... Ok, vas-y, qu'est-ce que ça t'inspire? Eh bien, si je me représente, en fait, je l'ai choisie parce que elle m'a fait penser à toutes ces fois où je me suis retrouvée, par exemple, dans un auditoire ou dans une salle de classe et que je me suis retrouvée face à quelqu'un qui communiquait que de sa tête à ma tête, ou en tout cas de son savoir à ma tête, et qui d'aucune façon n'avait réussi à me toucher, à me bousculer d'une certaine façon, à me sortir un peu de ma zone de confort, à me réconforter. En fait, c'est resté une communication j'allais dire, dans les hautes sphères, comme ça, un peu, et que du coup, quand c'est comme ça, j'ai énormément de peine, moi, en fait, à suivre, à m'intéresser, à trouver ça prenant, parce que justement, il n'y a rien qui me semble me rejoindre.
en fait, dans mon être à moi, dans ma sensibilité, dans mes rêves, dans mes perceptions d'espoir, dans tout ça. Et en fait, quand ça reste qu'à un niveau qui vient pas me chercher, en fait, dans mes sensations corporelles ou dans mes ressentis, c'est extrêmement difficile pour moi. Ok. C'est pour ça que je l'ai choisi. D'accord. Et que du coup, pour moi, en fait, les personnes qui sont dans une communication que je ressens comme ça, me semble, de mon point de vue, pas du tout être dans une communication efficace parce que en fait, elle me rejoint pas, elle me touche pas, elle reste superficielle et je peux très vite oublier ce qui s'est dit. D'accord. Voilà. Ça t'en dit pas plus. Ok. Et toi ? Alors moi je comprends, en fait je comprends exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que dans cette citation de Deepak Chopra, la clé d'une communication efficace est de parler à la tête pour que le cœur écoute. Non, je suis pas d'accord. J'aurais dit l'inverse. Bah oui, en fait, attends, la clé d'une communication... redis la phrase. La clé d'une communication efficace est de parler à la tête pour que le cœur écoute. Non. Oui, mais ce que je viens de te dire, en fait, c'est l'inverse. Correspond à l'inverse. Est-ce que tu viens de me dire correspond à l'inverse? Mais ça n'est pas ce que dit Deepak Chopra. C'est pour ça que je te dis oui. Voilà. Mais tu vois comment ça peut être biaisé? Comment même de lire, en fait, provoque exactement une compréhension inverse, en fait. On va dire que c'est parce qu'on sort de la sieste. Ouais, on va dire ça. On va dire que c'est pas... Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ajouter quelque chose? Non, vas-y. Je pense que je vais te rejoindre dans ce que tu vas dire. Voilà, je suis pas d'accord. En fait, je suis pas du tout d'accord avec cette citation de Deepak Chopra. La clé d'une communication efficace est de parler à la tête pour que le cœur écoute. Non. Pour moi, c'est plutôt l'inverse. La clé d'une communication efficace, c'est de parler au cœur pour que la tête écoute. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. En fait, je ne sais pas. Alors le problème d'une citation, c'est qu'elle est toujours, bien sûr, prise en dehors d'un contexte. Et donc je ne sais pas ce que Deepak Chopra a voulu précisément exprimer par là. Mais effectivement, je crois que la meilleure façon de toucher en fait la tête, en tout cas dans un certain nombre de contextes et de situations, parce qu'il ne faut pas en faire une loi non plus ni un absolu, mais si je m'adresse au cœur des gens, alors la tête suivra d'une certaine façon. Et pendant très très longtemps, j'ai répété cette affirmation. Je me suis répété cette affirmation et j'ai répété autour de moi cette affirmation qui dit la tête justifie ce que le cœur a choisi. La tête justifie ce que le cœur a choisi. Et en fait, le plus souvent, nous avons l'impression de prendre des décisions qui sont des décisions rationnelles, quand en réalité, beaucoup de nos décisions sont émotionnelles. En fait, la dimension émotionnelle de notre façon d'être en tant qu'être humain est beaucoup plus puissante et beaucoup plus discrète que ce que la plupart d'entre nous imaginent, ou que ce que la plupart d'entre nous se représentent. Et très souvent, en fait, nous prenons des décisions de cœur que nous allons ensuite justifier par des arguments qui sont des arguments de tête. Des arguments qui sont liés au mental. Des arguments qui peuvent sembler être rationnels quand à la base, la décision qu'on a prise est une décision émotionnelle. Voilà, donc je me retrouve pas, pour ma part, dans cette citation-là. Moi, c'est pas celle que j'aurais choisie sur les trois qu'on avait imaginées. On a des citations comme ça qu'on tire au hasard en fonction des thèmes et voilà, on prend pas le temps de les préparer et le début de ce podcast est vraiment, je dirais une manifestation et une représentation du fait que quand on démarre un épisode, en fait on le démarre de façon extrêmement spontanée. Alors voilà. Ouais, du coup moi ça me met pas hyper à l'aise ce début de podcast, hein, on est d'accord? Parce que je me suis emballée dans mon truc, mais tu vois, comme j'ai lu en fait les 3 citations, j'ai eu de la peine, puis je suis quand même restée sur celle-là. Mais dans la réalité, je l'ai lu sans la lire pleinement. Parce que si je l'avais lu en la lisant pleinement, en pleine conscience, je me serais dit, mais non, en fait, pour moi, c'est pas OK. En fait, c'est d'abord une communication au cœur, puis après, la tête, elle suit. Mais c'est pas à l'inverse, en fait. C'est ça. Alors, mais voilà, du coup, c'est comme ça. Non, mais c'est OK. Et puis, de toute façon, comme je le disais juste avant, ne pas en faire une règle, ne pas en faire une règle absolue. Je pense qu'il y a des contextes dans lesquels il est important de parler de la tête à la tête,
ou dans des contextes dans lesquels il est important en fait d'une certaine façon de mettre une distance avec la dimension émotionnelle, même si on sait qu'elle existe, hein, j'imagine, je sais pas. Mais en cas de crise, bêtement. En cas de crise très importante, voilà, si on commence à rentrer dans le domaine des émotions, ça peut très très vite déraper parce que on a peut-être besoin justement de revenir à quelque chose d'un peu moins émotionnel pour se poser sur des arguments qui sont peut-être plus rationnels. Ceci étant dit, la dimension émotionnelle, elle existe toujours, elle est toujours là. Je sais pas, imaginons un médecin qui annonce une maladie grave à quelqu'un. Peut-être. En réalité, je sais pas, puisque je ne suis pas médecin. En réalité, je sais pas si je devais annoncer quelque chose comme ça, comment je m'y prendrais. J'ai eu dans ma vie à annoncer 2 décès parmi les choses importantes que j'ai dû annoncer dans ma vie. 2 décès donc qui allaient forcément amener des changements importants, surtout que c'était des décès tout à fait inattendus dans les 2 cas. Des décès inattendus soudains, donc il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de... voilà, la veille on a des nouvelles et puis le lendemain on apprend que voilà, c'est terminé. Et je crois pas avoir été dans quelque chose de rationnel. J'ai été dans quelque chose qui était plutôt de l'ordre du cœur. Voilà, c'est assez difficile en fait de donner, je trouve, des exemples qui soient extrêmement concrets. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce chemin du cœur est le chemin qui va, de toute façon, à un moment donné ou un autre sur le parcours, permettre de toucher la tête parce que, comme je le disais, j'aurais pu affirmer que la raison justifie ce que le cœur a choisi. Et en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, annoncer des choses difficiles, annoncer des changements, peuvent être des moments particulièrement douloureux. Je viens de lire un message d'une participante à un de mes stages qui dit qu'elle est rentrée en fait chez elle cette nuit. Et voilà, pendant ce stage, elle a réalisé un stage qui était autour du terme trouver sa place. Elle a réalisé en fait que le compagnon avec qui elle vit n'était sans doute pas la personne dont elle rêvait, ne lui permettait pas en fait de s'épanouir pleinement. Et là, elle vient de rentrer chez elle et elle a annoncé en fait sa décision de quitter en fait ce compagnon. Et elle note que ça s'est passé avec des cris, des larmes, des reproches, de la rancœur, etc., etc. Et je pense que certaines choses qu'on annonce, même qu'on les annonce avec la tête ou qu'on les annonce avec le cœur, on n'est jamais maître de la façon dont l'autre va réagir. Jamais. Ça ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est la façon dont nous allons dire les choses. Et donc je peux décider soit d'être dans quelque chose de, j'allais dire, de très froid, de très mental, de très rationnel, lorsque je vais annoncer une décision importante qui mène à un changement ou une transition, ou je peux être dans quelque chose de très émotionnel, ou je peux être dans un mix des deux. Ça dépend de moi. C'est moi qui décide en fait comment je vais communiquer les choses. Mais je ne suis jamais maître de la façon dont l'autre va réagir. Jamais, à aucun moment. Ce qui peut peut-être être aidant, c'est si je connais les gens, ou si je connais un peu le genre humain, c'est d'être conscient que chacun d'entre nous a un style de communication qui est différent. Et si je m'adresse à un groupe de gens, dans le groupe de gens auquel je m'adresse, chacun va avoir une manière d'entendre, de percevoir les choses, de recevoir la communication et de communiquer qui va être complètement différente. Par exemple, lorsqu'on prépare un texte, lorsque je prépare en fait un texte pour une intervention, une conférence, je sais que dans les intérêts naturels des gens, il y a des gens qui vont être plutôt intéressés par la question du pourquoi. Il y a des gens qui vont plutôt être intéressés par la question du c'est quoi dont on est en train de parler, donc tout ce qui concerne les concepts et les définitions. Il y a des gens qui vont plutôt être intéressés par le comment on met en application, ou comment tu sais que, ou comment ça va changer quelque chose, etc.
Et il y a des gens, c'est les 4 grandes catégories, après on est tous un peu un mix de tout ça, mais il y a des gens qui sont tout particulièrement intéressés par le « à quoi ça sert ?» Et tout le reste, ça les intéresse pas tellement. Et donc, lorsque je vais communiquer une décision qui entraîne des changements, ou qui parle d'une transition, devant un groupe de gens, je vais veiller à ce que, dans ma communication, je puisse répondre à ces différents intérêts, en fait, qui sont là, présents chez la plupart des gens. Et puis, je vais veiller aussi, dans ma communication, à utiliser peut-être différents types de supports. Je sais qu'il y en a qui sont plus visuels, et donc je vais peut-être avoir des choses qui vont montrer des choses. D'autres qui sont plus auditifs, et donc je vais utiliser peut-être des sons qui vont permettre de marquer par moments de façon analogique mon discours. Il y en a qui vont être dans quelque chose qui est plus de l'ordre du ressenti. Et donc je vais chercher à amener en fait des éléments qui sont de l'ordre du ressenti, de l'ambiance, etc., etc., etc. Donc les styles de communication sont différents. Et lorsqu'on n'est pas équipé, en fait, lorsqu'on n'a pas appris en fait à faire ce genre de choses, eh bien ça peut être difficile de s'adapter pour communiquer ça. On peine à ajuster en fait son discours. On peine à communiquer d'une façon qui permette de rejoindre les préférences et les attentes de différents publics. Et du coup, ça peut devenir le manque d'adaptation aux différents styles de communication en conscience peut devenir un obstacle au changement, un obstacle à la transition. Et ça me paraît important de le souligner. En t'écoutant tout à l'heure, il y a une chose qui me venait dans la réflexion autour de c'est quoi les contextes où éventuellement il faut qu'il y ait un discours ou une communication qui n'inclut pas l'émotionnel. Et je repensais à un travail que j'ai fait avec mon équipe éducative autour des protocoles d'évacuation incendie. Et si un incendie prend dans la structure, ça, c'est un grand changement. Ça, c'est un grand changement. Et il faut qu'il y ait des personnes, en fait, qui puissent, durant un temps précis, mettre leur émotionnel de côté. Et avoir la capacité d'être dans une communication extrêmement directe, extrêmement claire, sans flou, et que les gens vont suivre. C'est-à-dire qu'ils vont comme un mât de bateau, ils vont s'accrocher à ça, dire ok, en fait c'est ça, ils vont suivre les étapes, pas plus se poser les questions, mais juste suivre, mettre les enfants en sécurité, puis après, les gens peuvent retrouver leur émotionnel. Et là où c'était intéressant, c'est que j'ai fait ce travail-là. Moi, alors je travaillais avec des gens que je connais depuis longtemps pour la plupart, et donc je sais quel est leur style de communication, mais je sais aussi de quoi un peu ils sont faits. Et il n'empêche que j'ai posé la question à chacun. Ok, comment dans une situation comme ça, si un incendie prend, comment tu te représentes en fait ta position et quel rôle tu aurais? Et c'était intéressant parce que, par exemple, une collègue qui est d'ordinaire, alors à la fois elle a un côté très contrôlant, très cracra, elle dit des choses sans mettre de la déco, et puis dans l'autre sens, des fois on a l'impression qu'on n'arrive pas à l'attraper parce qu'elle est partout et nulle part à la fois. Il n'empêche que en situation de crise, d'événements spécifiques, j'ai la conviction que je peux compter sur cette personne-là et dire ok, maintenant c'est ça, ça et ça. Et elle va rester extrêmement focus. Elle a la capacité du coup de se recentrer vraiment, puis d'être focus là-dessus, puis de gérer son truc très bien. Et c'était intéressant parce que finalement chacun dans l'équipe a pu dire non, moi je sais que ce genre d'événement a priori je serais plus à l'aise avec la posture de celui qui va être rassurant pour les enfants. Moi, je veux bien, en fait, ça va me stresser. Un autre disait, moi, ça va me stresser. Je veux bien téléphoner, en fait, aux parents par après, mais en tout cas, sur le moment, moi, j'ai juste besoin de suivre. Je veux pas pouvoir prendre de décision. Une autre disait, moi, on me dit et je fais. Et c'était très clair. J'ai pas besoin d'avoir 36 000 informations. Et quelqu'un disait, moi, je suis capable d'être leader dans ce moment-là. Et c'était intéressant parce que c'est pas un leader qui est leader au quotidien, en fait. Mais dans ces événements-là, en fait, il y a comme quelque chose qui se crée à l'intérieur de nous, des fois indépendamment du caractère et des types de personnalités qu'on a par ailleurs au quotidien, mais qui du coup sont efficaces dans ces moments-là. C'est très intéressant parce qu'un incendie, c'est un changement énorme. Il y a une situation stable, peut-être joyeuse, courante, avant l'événement.
Tout à coup, un incendie se produit, c'est un changement gigantesque en fait dans le contexte d'un groupe, et il y a quelque chose à gérer. Et dans nos vies, c'est la même chose. Il y a une situation, et tout à coup, il y a un incendie dans ma vie, un incendie émotionnel, un incendie mental, un incendie professionnel, un incendie dans mon couple, un incendie avec mes enfants. Et comment est-ce que je vais réagir en fait dans ce moment-là? Comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais communiquer aux autres ce qui est en train de se passer pour moi et quels sont les besoins en fait qui sont les miens? C'est exactement la même chose qui se passe finalement à un autre niveau, parce que on peut peut-être aussi imaginer, quand je parle d'un incendie intérieur, que c'est pas forcément quelque chose de vital, mais ça pourrait l'être. Si tout à coup j'apprends que j'ai une maladie grave, et que le diagnostic qui vient de m'être donné par mon médecin, c'est que j'ai un cancer et que il me reste entre 6 et 8 mois à vivre, ou 8 et 12 mois à vivre, c'est un incendie intérieur immense. Comment est-ce que je vais communiquer ça autour de moi? Eh bien, important, on l'a dit, de connaître un petit peu les différents styles de communication des gens qui sont autour de moi, qui m'accompagnent dans la vie, sur le chemin, mais aussi important de savoir quels sont les besoins, en fait, qui sont les besoins des gens. Et tu l'as un peu évoqué dans ce que tu viens de dire. Lorsque je communique en conscience, je vais chercher à comprendre, si je ne connais pas les gens, quels sont les besoins en fait de ces personnes-là. Simplement par le type de questions qui vont m'être renvoyées, ou par l'absence de questions qui vont m'être renvoyées, ou par le type de sujet qu'il va y avoir, ou par la thématique qui m'a été proposée ou imposée si c'est moi qui interviens dans le cadre d'un groupe, les gens ont des besoins différents. Et si je m'en tiens moi, à mon style à moi de communication, moi, mon style de communication, c'est que pour raconter une histoire en 3 étapes, ABC, je vais faire 52 étapes. A prime, B, B prime, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, ce qui me renvoie à alpha, bêta, gamma, etc. Et pour arriver à la fin de mon histoire, j'ai l'impression que j'ai besoin, de façon très naturelle, de faire du lien avec tout un tas d'autres aspects qui sont pas essentiels. C'est mon style de communication à moi, c'est un style dans lequel je vais communiquer en faisant énormément d'analogies. Je vais faire des analogies, je vais prendre des trucs qui, a priori, indépendamment comme ça, n'ont pas de sens, mais je vais piocher là, piocher là, piocher là, piocher là, piocher là, et pour moi, ça a un sens, et c'est ça que je vais communiquer. Mais quels sont les besoins des gens? Il y a des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur dise énormément de choses dans une situation de changement, qui vont te dire, mais moi, j'ai pas besoin d'en savoir plus que, voilà, point 1, point 2. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de détails. Il y a des gens qui ont besoin du pourquoi, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des gens qui ont besoin de savoir, mais comment ça va changer quelque chose dans nos relations, notre vie, etc. Donc, avoir une certaine sensibilité aux besoins du public auquel on s'adresse, c'est très important, parce que si on ne prend pas en compte ces besoins, si on ne prend pas en compte les intérêts, les valeurs des gens auxquels on s'adresse, eh bien, ça peut entraîner non seulement une perte d'attention des gens qui sont là autour de nous, mais aussi, si on est embarqués tous ensemble dans un changement, une perte d'engagement. Donc, c'est un autre élément qui est important à avoir quelque part à l'esprit. Mmh. J'entends, là c'est dans un contexte plutôt professionnel ou avec une équipe. Mais je me disais en t'écoutant tout à l'heure que dans les périodes de transition et de changement, par exemple dans une histoire de changement de couple, pour moi en tout cas, il a été à un moment donné extrêmement difficile, voire impossible, de me connecter en fait à ce qui était peut-être le besoin de l'autre. À qui j'allais en fait communiquer une information ou une décision importante. Tellement c'était déjà intense à l'intérieur de moi, tellement ça me semblait prendre de la place, tellement ça avait pris de place pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, et que j'avais juste la sensation, moi, d'être en mode comme survie en fait. Et d'être, je l'ai souvent dit, d'être comme sur le pas de la porte en fait, avec une porte déjà ouverte par les semaines passées à réfléchir à qu'est-ce que j'allais dire, à comment j'allais le dire, à nanana, tout ça. Et puis que dans le fond, une fois que j'ai levé le pied et que j'ai passé de l'autre côté de la porte, enfin que j'ai passé le pas de la porte, en fait, ce qui est sorti n'était pas d'une certaine façon maîtrisé ou maîtrisable pour moi. Tellement il y avait un émotionnel gigantesque. Et l'émotionnel, il était à ce point-là important que ça a sonné comme glacial.
comme si en fait l'émotion elle était complètement déconnectée à ce moment-là. Et ça a été extrêmement difficile et douloureux pour la personne en face. Et pourtant, Dieu sait, tu vois, que je connaissais cette personne depuis longtemps, que je pouvais me raccrocher en fait ou comprendre quels auraient été peut-être les besoins à ce moment-là. Mais tu as raison de dire aussi que même en le sachant et même peut-être en ayant pris toutes les précautions possibles, de toute façon, l'annonce qui avait été faite à ce moment-là aurait provoqué quelque chose dont je ne pouvais absolument pas savoir comment ça allait être reçu, quoi. Mais de la même manière qu'au moment où mes premiers mots sont sortis, j'avais non plus aucune idée de comment finalement ça allait être ni gérable pour moi, ni exprimé pour moi. Et que des fois, dans ces périodes de transition et de changement, franchement, on fait juste du mieux qu'on peut. Et des fois, c'est peut-être pas suffisant, c'était peut-être pas la même manière, c'est peut-être pas ce qu'on avait rêvé. Bien entendu. Mais voilà. Bien entendu. Et tout ça, je le dis et je le redis, pour moi, ça doit toujours prendre place dans un contexte plus large. C'est le contexte qui donne le sens. Et je me suis aussi séparé de mon ex-femme et le contexte a été complètement différent en fait. Le moment de la décision de se séparer a été un moment à la suite de plein d'autres moments de communication sur ce qui était en train de se passer en fait entre nous depuis des mois. Et donc on savait, parce qu'on en avait parlé ensemble, que nous étions dans une période de réflexion et de décision sur allons-nous continuer ou n'allons-nous pas continuer. Et tout ça avait pris place dans un cadre de communication qui n'a pas toujours été facile, qui n'a pas toujours été simple, dans lequel il y a eu parfois des moments solides, comme je les appelle, avec des larmes, avec des moments de tension, etc., mais sans débordement, sans accusations de l'autre, sans cris, sans rancœur, sans ce genre de choses. Mais les choses se sont établies en fait sur le temps pour arriver à ce moment clé où annoncer cette décision qui était difficile a pu se faire de façon paisible, même s'il y a eu des larmes. Et avec des mots posés, d'un côté comme de l'autre, en fait, en se disant que on était à un stade finalement de notre histoire où après toutes ces années d'abord d'amitié, puis de vie commune, puis de vie maritale, au total 28 ans ou 29 ans à l'époque, maintenir notre relation aurait été pire pour notre avenir en tant que personne, en tant que parents pour nos enfants, que de décider de nous séparer. Et donc, par amour pour l'autre, il était plus sage de prendre cette décision de se séparer et de revenir à quelque chose, quand ce serait possible, qui serait plus de l'ordre de l'amitié, dans le but de préserver tout ce qui avait été construit auparavant. Donc tout ça s'est fait en conscience. Mais il y a des cas où, quand il n'y a pas forcément de communication préalable, et c'est pour ça qu'on parle de communication aussi depuis quelques épisodes, quand il y a quelque chose d'aussi énorme à annoncer que une mutation ou une proposition de nouveau boulot ou de promotion qui tout à coup va chambouler la vie du couple, un problème de santé important, la décision de se séparer d'une compagne ou d'un compagnon, et qu'il n'y a pas de véritable communication dans le couple, ou dans la famille, ou avec les collègues, ou avec un patron, alors effectivement la dimension émotionnelle prend toute la place, et ce qui sort à ce moment-là, du mieux que possible. Et donc tout ce qu'on ne peut jamais, tout ce qu'on peut, j'allais dire, contrôler ou maîtriser ou déposer en conscience et qui ne dépend que de nous, eh bien, est lié à la façon dont je vais dire les choses, le ton que je vais utiliser, l'intensité des mots que je vais utiliser, le type de mots que je vais utiliser, le type de posture que je vais utiliser, comment je vais regarder l'autre, quels sont les silences que je vais laisser, comment je vais accueillir les réactions qui sont là en face. Mais ça demande de la préparation, s'il y en a une, et de la communication, qui va faciliter les choses. Et si c'est pas le cas, ça arrive comme ça arrive. Et c'est peut-être un petit peu ça qui s'est passé pour toi, ou pas. Quand il n'y a pas de communication, communiquer les choses difficiles est encore plus difficile. Quand il y a de la communication, communiquer les choses difficiles
reste difficile, mais c'est plus facile. Voilà. Ouais. Et en tout cas, avoir conscience que ces moments où nous traversons de grands bouleversements intérieurs, où nous aspirons à des changements en fait dans nos vies, peuvent aussi nous amener à vouloir demeurer dans notre zone de confort. Et une des choses finalement que j'entends régulièrement, c'est « je vais attendre le bon moment ». Ou une autre façon de le dire, « ça n'est pas le bon moment pour en parler ». Ou « je vais attendre encore un petit peu pour voir ». Et finalement, nous nous inventons des excuses qui sont tout à fait légitimes et qui parlent de la peur fondamentale en fait qui est en nous, de souffrir, de faire souffrir l'autre ou de faire souffrir les autres. Et cette peur fondamentale, elle peut nous amener à rester figés d'une certaine façon, un peu comme le lapin dans les phares de voiture, à rester figés dans notre zone de confort par peur de l'inconnu. Et ça nous freine finalement dans notre capacité à changer, dans notre capacité à aller de l'avant, dans notre capacité à nous adapter, à innover, pour aller vers ce vers quoi nous avons envie d'aller. Donc, il peut y avoir une forme, dans ces moments de transition, de réticence, finalement, à sortir de notre zone de confort. Le changement nous coûte toujours quelque chose. Ça nous coûte toujours quelque chose. Mais tu vois, le changement, il nous coûte toujours quelque chose, mais le changement, si je prends notre histoire à nous, notre changement, en fait, le changement de nos deux vies, nous a coûté à chacun, à toi, à moi, à nos familles. Et puis en même temps, ce changement-là, en tout cas moi, il m'a amené, il m'a apporté de grands changements aussi dans ma manière de communiquer avec les autres. De communiquer d'abord avec moi-même, en fait, c'est vraiment déjà la communication de moi avec moi, c'est-à-dire comment je communique avec mes émotions, mes ressentis, quels mots je mets dessus, quelle place je leur fais. Donc c'est vraiment déjà une communication de moi à moi, ensuite de moi à toi, dans comment on communique. Et finalement, je sais qu'aujourd'hui, je dis des choses dans la manière de communiquer qui ne sont pas la manière dont je communiquais il y a quelques années, même si mes émotions étaient déjà là. Et du coup, ça crée un changement qui est, de mon point de vue, en tout cas perçu pour moi comme un cadeau, mais qui, de l'autre côté, n'est pas encore, n'est pas encore accepté, validé, parce que en fait, il chamboule, il bouscule, on n'aime pas. Quoi, maman, maintenant tu dis tes ressentis, mais enfin, c'est quoi cette nouvelle histoire? Et puis, ouais. Aujourd'hui, je dis ce que je ressens. Aujourd'hui, je dis ce que je traverse. Aujourd'hui, je dis ce qui me rend triste. Mais ça, ce dont tu es en train de parler, alors bien sûr, c'est juste, et je le vis à tes côtés depuis quelques années maintenant. Ça, ce sont les fruits du changement. Ça, ce sont les effets du changement. Or, le truc, c'est que nous n'avons jamais aucune idée concrète, réelle, des fruits qu'un changement va amener dans nos vies. C'est-à-dire que nous n'avons aucune idée des conséquences réelles de nos actes. Et c'est pour ça que quelqu'un, alors ce serait un vaste débat, quelqu'un disait je suis responsable de mes choix, responsable de mes actes, mais je ne suis pas responsable des conséquences. Et c'est un truc qui est super difficile à comprendre. T'es pas responsable des conséquences, mais c'est toi qui as choisi, en fait, c'est toi qui as agi. Oui, j'ai fait le choix d'un acte, mais aucun d'entre nous ne peut avoir une idée précise. C'est comme quand je lance en fait un caillou qui fait des ricochets sur l'eau. Au moment où je fais le choix de lancer le caillou, j'ai aucune idée si il va rentrer directement, s'il va faire 3 ricochets ou 12 ricochets, ni la taille des petits ronds que ça va faire dans l'eau, ni l'effet que ces petits ronds vont avoir sur l'environnement qui est là tout autour. C'est quelque chose en tant qu'humain que nous ne pouvons pas imaginer, percevoir de façon préalable. Alors on peut, en particulier en matière de relations humaines, si on était dans une expérience scientifique, on pourrait se dire que le but c'est de reproduire à partir des mêmes causes exactement les mêmes effets, et si c'est reproductible, alors on est sur quelque chose de scientifique. Mais les relations humaines, c'est pas scientifique. Ce qui se produit dans ce domaine-là, on n'a aucune idée. J'ai aucune idée de l'impact
au moment où je prends la décision de me séparer avec mon ex-femme, je n'ai aucune idée des conséquences et de l'impact que ça va avoir dans la vie de mes enfants, dans la vie des autres membres de ma famille, dans ma propre vie, dans la vie des gens qui sont autour de moi, vis-à-vis de mon lieu de vie, de mon lieu de travail. Je n'ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que j'ai pris la décision de. Ça, je suis responsable de ça. Mais je ne suis pas responsable des conséquences que ça va avoir. Et c'est très très difficile à entendre ça dans un certain nombre de cas, parce que, en particulier dans le cadre des relations humaines, nous avons cette tendance à montrer l'autre du doigt. Tu m'as fait du mal, c'est de ta faute si aujourd'hui j'ai ceci, c'est cela. Je n'ai pas encore guéri de la décision que tu as prise. Ce que tu as fait comme choix dans ta vie m'impacte encore aujourd'hui et c'est ta faute. Voilà. Et ok. Mais au moment où je prends ma décision, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer pour toi. Et dans la même famille, dans la même équipe, dans la même entreprise, ma décision de changer va être vécue différemment par tout le monde. Mes 3 enfants ont vécu les choses différemment. Les gens autour de moi ont vécu les choses différemment. Quand je prends une décision de changement ou de transition dans mon entreprise, tous les membres de l'équipe vont aussi vivre les choses différemment. Certains vont y voir une opportunité, d'autres vont y voir une menace. Mmh. Je veux dire, nous n'avons aucune idée en fait des conséquences. Nous ne sommes pas responsables des conséquences. Nous ne sommes pas responsables des conséquences. Alors, ça a des limites. Si je prends un flingue, je sors mon flingue et que je te tire une balle dans la tête, ce que je ne ferai jamais, évidemment, je sais que la conséquence immédiate de ça, c'est la mort. Donc ça, je suis responsable de ça. Devant la loi, devant le droit. Mais je n'ai aucune idée de ce que la conséquence de ta mort va produire dans ma propre vie par la suite et dans la propre vie de tous les gens qui sont là autour d'eux. J'ai perdu un être proche il y a quelques années dans un accident, dans un accident de la route. Il y a eu 8 morts. Un jeune était au volant d'un camion. Au bout d'une ligne droite, il a mal pris une courbe et la première voiture qu'il a prise en face, c'était celle dans laquelle se trouvait cette personne. Et puis il a pris derrière lui 3-4 autres voitures. 8 morts au total. Un jeune de 22 ou 23 ans. A priori, il n'était pas sur son téléphone, il n'était pas sous l'effet de la drogue, il n'avait pas bu, c'était un matin tôt. Il tue un certain nombre de personnes. On va dire qu'il est responsable de la mort de ces gens-là. Même si, d'une certaine façon, comme il n'y avait pas de circonstances aggravantes, il a été condamné pour un certain nombre de choses, mais on n'a pas jugé, en fait, que... on ne l'a pas jugé comme s'il avait été sous l'effet d'une drogue ou comme s'il avait été sous l'effet de l'alcool au volant de son camion. Mais ce jeune homme qui tue ces personnes-là, au moment où il les tue, n'a aucune idée de ce que ça va produire dans la vie des gens autour de lui. Il n'a aucune idée des conséquences que ça a eu dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple et dans l'entreprise qu'on avait en fait à ce moment-là. Aucune. C'est absolument impossible. Donc pourquoi je dis ça ? Parce que parfois nous pouvons avoir peur des conséquences imaginaires, des choses que nous racontons à l'intérieur sur ce que ça va produire, ce que ça ne va pas produire, d'aller vers le changement auquel on aspire, de vivre la transition à laquelle on aspire. Et c'est normal de se faire ce genre de film, parfaitement normal. Mais la réalité, c'est que la seule chose dont nous soyons responsables, c'est d'être en accord avec ce qui vibre à l'intérieur de nous, quelle que soit la décision qu'on prend, être en accord, le plus aligné possible avec la décision qui est là, annoncer les changements, les transitions vers lesquelles j'ai envie d'aller, et j'allais dire, adieu vat. Aucune idée de ce que ça va produire. Absolument aucune. Donc, sortons de notre zone de confort, parce que c'est en dehors de cette zone de confort que je vais, une fois le changement entamé ou vécu, découvrir les fruits que ce changement va me permettre d'apprendre, de découvrir, de savourer dans ma propre vie, et qui vont peut-être m'amener à me comporter différemment à l'avenir, qui vont peut-être m'amener à faire des choix différents à l'avenir. Et à nouveau, les gens autour de moi ne comprendront peut-être pas, y compris les plus proches. Mais ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est de vivre ce qui est le plus en accord avec ce que je comprends être important pour moi au moment où je le vis. Et finalement, c'est ça la vie. J'avance à l'aveuglette, on avance tous à l'aveuglette, avec des idées, des envies, des projets, des choses comme ça. Et de quoi demain sera fait ? Personne ne le sait.
Et pourtant, ce demain nous inquiète, en particulier lorsque les décisions sont difficiles à annoncer. Alors voilà, ça me semblait important de partager quelques éléments autour de ça, parce que le changement nous fait peur, les transitions nous font peur, et communiquer dans le changement, ça n'est pas quelque chose de facile, mais que lorsqu'on décide de faire ce pas-là, parfois il va y avoir des choses très émotionnelles qui vont se vivre, mais si je me tiens à mon mât, comme tu le disais tout à l'heure, intérieur, à ce que j'ai compris être les choses les plus justes et les plus vibrantes ou les plus importantes pour moi, alors le changement finira par produire un fruit, d'une façon ou d'une autre. Plutôt que de rester dans une situation de marasme ou d'inconfort ou d'accepter des choses que je ne veux plus depuis des mois, peut-être des années, par confort ou par peur de l'inconnu, fonce. Vas-y, il n'y a pas de bon moment. Il y a le moment pour annoncer les choses, ça vient comme ça vient, en fonction du contexte dans lequel je vis les relations que je vis, ou l'absence de relations que je vis. Et puis, voilà. J'ai qu'une vie, tu n'en as qu'une, vous qui nous écoutez, vous n'en avez qu'une. Let's go. En fait, mon histoire d'avant, je l'avais pas tout à fait finie, dans la mesure où je me questionnais sur... maintenant que je connecte à mes émotions, à mes ressentis, que j'arrive à mettre des mots dessus, ça c'est le fruit finalement d'un changement dans ma manière de communiquer. Cette manière de communiquer, aujourd'hui, elle est compliquée pour les gens qui m'ont connue avant, parce qu'ils me perçoivent différemment. Et donc, à quelque part, je me dis, peut-être que c'est aussi à moi de sortir de ma zone de confort et d'innover dans ma manière de communiquer. Une fois de plus ? De trouver peut-être une autre stratégie. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Il n'y a que toi qui peux savoir. Moi, j'ai pas de réponse. Il n'y a que toi qui peux savoir, en fait. Il n'y a que vous qui nous écoutez qui pouvez savoir. S'il y a déjà eu un changement et que les gens autour de toi perçoivent que quelque chose a changé, tu veux amener un changement supplémentaire pour essayer de communiquer encore différemment ? Pourquoi pas ? Je me questionne en vrai, parce que si cette communication de moi avec moi, elle me semble être, tu vois, cadeau, mais que je vois en fait que ce qu'elle provoque à l'extérieur, c'est plutôt grinçant, je me dis, ok, comment je fais pour rester à la fois alignée avec qui je suis et puis avec ce que j'ai découvert, tout en peut-être en modulant ou en innovant ma manière de dialoguer ou de communiquer en fonction aussi de ce que les autres sont capables d'entendre ou pas. Mais j'ai aucune idée, en tout cas pour ma part. Et ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. C'est ça. Pour ma part, je n'ai aucune idée de ce que les gens sont capables ou pas d'entendre ou de voir ou de percevoir. Et si dans une situation de changement et de transition, il y a des gens autour de moi qui sont choqués, des gens autour de moi qui sont stupéfaits, des gens autour de moi qui sont fâchés parce que quelque chose a changé, mais ça leur appartient. Et ça, moi, je peux pas le changer. Qui suis-je, en fait, pour changer ce genre de choses ? Si les gens ont décidé de m'en vouloir parce que j'ai pris une décision dans ma vie voilà. Moi, mon expérience de la vie, aujourd'hui, à 50 ans passés, et c'est l'expérience de quelqu'un qui a vécu 28 ou 29 déménagements dans sa vie. Avec des décisions, alors certaines ne dépendaient pas de moi parce que j'étais enfant, et puis à partir de ma vie de jeune adulte, j'ai à de nombreuses reprises déménagé dans ma vie. Et je sais que mes décisions n'ont pas toujours été comprises ou acceptées par les gens autour de moi, mais c'est ma vie. Il y a des personnes qui sont restées, assez peu, et puis il y en a beaucoup qui sont passées, en fait, qui ont simplement disparu des radars, et je crois que beaucoup d'entre nous peuvent se relier au fait que nous avons dans notre vie des relations qui durent un temps, et puis parfois on se retrouve, et on se rend compte qu'on n'a plus rien en commun, qu'on a tellement changé qu'on n'a plus rien en commun. Il y a quelques années de ça, j'ai repris contact avec mon meilleur ami de collège et de lycée. Et avec cet espoir qui était en fait de retrouver finalement les deux adolescents et les deux très jeunes adultes que nous avions été. Plein de complicité, de déconnade, on a fait les 400 coups ensemble, on a ri à s'en faire péter la sous-ventrière. Une relation vraiment extraordinaire.
Et puis, à cette époque-là, j'ai rencontré une fille dont je suis tombé éperdument amoureux. Et ça a changé quelque chose dans notre relation. Et puis cet ami est lui aussi tombé amoureux d'une fille. Et puis ça a encore changé quelque chose dans notre relation, parce que on passait nos soirées fourrées ensemble, on passait nos week-ends fourrés ensemble, on passait nos vacances fourrées ensemble. Et puis tout à coup, on n'était plus ensemble. On était avec nos copines. Et on se voyait moins souvent. Et puis nos parcours scolaires nous ont amenés, après le lycée, à prendre des voies complètement différentes. Et puis on s'est perdu de vue. Mon meilleur ami. Celui que j'appelais mon meilleur ami. Et c'était réciproque. Et on s'est revus, je sais pas, 10 ans, 15 ans après. On s'est rencontrés au restaurant et puis on a passé une soirée ensemble. Et j'ai senti dans cette soirée que nos voix avaient pris des directions en fait complètement différentes. Que nos centres d'intérêt en fait finalement étaient complètement différents. Et puis on s'est revus encore 1 ou 2 fois après ça. Et la relation s'est éteinte, en fait, complètement. Est-ce que j'aurais dû m'adapter ? Et je prends une situation un peu particulière, mais ça pourrait être le cas d'une situation un peu différente. Est-ce que les choses auraient pu être différentes ? Je suis pas sûr. Alors après, quand je vais discuter des choses à un niveau plus familial, avec des enfants, avec des frères, des sœurs, avec des très proches dans la famille, cette espèce d'entité floue et changeante qu'on appelle la famille, évidemment les choses sont différentes. Le contexte de la famille est un contexte qui est encore complètement différent. Et la relation qu'on a avec nos enfants est aussi complètement différente. Mais pour ma part, je ne vais pas chercher à être différent de l'homme que je suis en train de devenir vis-à-vis de mes enfants. Il y a une partie de moi, en fait, qui est ce qu'elle a toujours été, je crois. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie depuis qu'ils me connaissent. Et j'espère qu'il y a encore des choses qui vont changer. Et pour moi, cette relation-là, qui est une relation que certains qualifieront d'inconditionnelle, ce sont mes enfants, il s'y joue toutes sortes de choses qui font que mes enfants aussi sont en train de changer. Mes enfants n'ont plus tout à fait les mêmes centres d'intérêt que quand je les ai connus quand ils étaient enfants, ils ont d'autres relations, ils ont même d'autres références. Les petits saligots, je ne suis plus la seule et unique. C'est une caricature, mais je pense que les auditeurs comprendront de quoi je veux parler, ceux qui ont des enfants en tout cas. Ils ont d'autres centres d'intérêt, ils se découvrent des choses qui, moi, peuvent me paraître étonnantes. Ils ont adopté des modes de fonctionnement qui peuvent me paraître étonnants. Parfois, je les reconnais pas dans leur façon d'être et je me dis, mais c'est pas l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Ils sont différents. Mais parce que ce sont mes enfants, je décide de continuer à les aimer et de m'adapter à ce qui est là, d'accueillir ce qui est là. La relation parentale m'oblige, d'une certaine façon, à accepter de sortir de ma zone de confort parce que ce sont mes enfants. Mais je m'attends à ce qu'ils fassent la même chose dans l'autre sens. Parce que ce ne sont plus que des enfants, ce sont aussi des adultes. Et j'aspire plus à être leur papa, j'aspire à devenir le père dans leur vie, qui est à côté d'eux, plus au-dessus d'eux en tant qu'autorité parentale, mais à côté d'eux, et que notre relation se transforme d'une certaine façon. Mais ça, c'est très personnel ce que je suis en train de dire. Je me rends compte à quel point je suis en train de dire des choses très personnelles. Si vous m'écoutez, les enfants, de toute façon, vous savez, vous me connaissez. J'aspire à être dans une relation qui soit plus une relation, d'une certaine façon, d'égal à égal. Même si je serai toujours leur père, même s'ils seront toujours mes enfants, ce sont des adultes qui sont en train de grandir, de s'épanouir, de prendre leur propre couleur, de prendre leur propre vie. Mais moi aussi, je suis un adulte qui suis aussi en train de grandir, de m'épanouir, etc. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir un jardin commun ? J'espère. Il y a des choses qui dépendent de moi, il y a des choses qui dépendent d'eux. Donc, je ne vais pas chercher à m'adapter spécifiquement à mes enfants parce que tout à coup, ils disent « Ah oui, mais t'as changé et j'aimerais, papa, que tu redeviennes comme avant. » Non. Je ne suis plus l'homme d'avant. Ça, moi, dans mon monde et dans ma perspective, c'est pas possible. Donc il va y avoir un chemin d'acceptation que moi je dois faire vis-à-vis de mes enfants parce qu'ils changent, mais il va y avoir un chemin d'acceptation que mes enfants vont devoir faire vis-à-vis de moi parce que moi aussi je change. Ouais. Mais moi je ne veux pas continuer à raconter des choses personnelles aujourd'hui. En tout cas pas en lien avec mes enfants et en lien avec la communication, parce que je me rends compte que
non seulement dans mon couple précédent, la communication, elle était vraiment pas comme t'aurais rêvé, comme j'aurais rêvé. Mais en vrai, j'ai ma part comme il a sa part, comme nous, ensemble avons notre part. Bien sûr. Voilà. J'ai vraiment longtemps gardé pour moi des choses que j'aurais dû et eu envie de dire. Et de la même manière, j'ai fait ça aussi avec mes enfants. Et voilà, en tout cas pour moi, le terrain de la communication est un vaste terrain d'apprentissage encore très très actuel qui me ballotte pas mal, qui me fait souffrir parfois, qui me fait m'émerveiller bien plus souvent, heureusement d'ailleurs, mais qui en tout cas est un cheval de bataille conséquent. Peut-être pour revenir à la communication peut-être plus générale, dans un contexte professionnel, dans un contexte d'équipe, un des conseils qu'on pourrait en tout cas vous partager, c'est que avant de communiquer, avant de donner peut-être une information qui est importante, de prendre le temps finalement d'analyser un peu les caractéristiques des personnes qui vont être là dans l'auditoire, si c'est notre équipe, si c'est des gens qu'on connaît pas, avec peut-être se poser la question, moi je parle pas de la même manière à mon équipe que lorsque je suis devant les familles de l'UAPE ou quand je suis devant un groupe d'enfants. L'UAPE, c'est le réseau dans lequel tu travailles, unité d'accueil de la petite enfance. Exactement. Mais du coup, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Et j'aurais pas le même discours. Donc si, en fait, je m'imagine parler de la même manière, communiquer de la même manière à ces trois, on va dire, entités, ça joue pas, en fait. À un moment donné, il va y avoir des gros points d'interrogation dans le regard des gens qui vont dire moi, je comprends rien de ce que tu dis. Effectivement. Donc, il faut s'adapter, il faut regarder le niveau d'éducation qu'ont les gens, les niveaux de formation, quels sont leurs intérêts, leurs valeurs, et puis finalement, simplement s'adapter en conséquence. C'est ça. Et adapter le message en conséquence. De la flexibilité. C'est ça. S'adapter. Un deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est bien sûr d'utiliser la pleine conscience. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La pleine conscience, c'est pas juste une pratique qui consiste à s'asseoir au pied d'un arbre, le crâne rasé, à léviter 20 secondes, 20 cm au-dessus du sol, en étant parfaitement immobile. La pleine conscience, c'est un art de vivre, comme je l'ai écrit dans mon livre, l'art de vivre en pleine conscience. C'est un style de vie en fait qui s'enracine dans des attitudes que je cherche à cultiver dans ma vie. Il y en a 12. Et c'est quelque chose, la pleine conscience, qui peut se pratiquer en toutes circonstances. Et n'importe où. Et n'importe où, j'allais dire n'importe quand. C'est-à-dire être présent finalement, et là plus particulièrement pendant que je communique, être présent et réceptif à ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ce qu'on appelle l'interoception. C'est être présent en fait aux signaux physiologiques de mon propre corps. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je ressens de la tension, des douleurs ? Comment est mon rythme cardiaque, si j'arrive à le percevoir? Est-ce que je l'entends battre dans mes oreilles? Est-ce que je le sens dans mon cou? Est-ce que je sens mon cœur qui tambourine dans ma poitrine? Est-ce que je ressens de la chaleur? Est-ce que j'ai des démangeaisons? Est-ce que... bref, il peut se passer tout un tas de choses en fait au niveau de mon corps. Donc je suis attentif aux signaux que mon corps m'envoie pendant que je suis en train de parler. Mais je suis également conscient aux signaux paraverbaux, c'est-à-dire comment je vais poser ma voix, la vitesse de ma voix, le ton de ma voix, l'intensité de ma voix, etc. Comment je vais poser ma voix pendant que je communique. Et puis je vais, du mieux que possible, être conscient aussi des signaux non-verbaux, comment je bouge comme je suis en train de le faire en regardant Jacqueline, mon visage, ma paupière gauche, mon sourcil gauche. Il y a même le bout de tes oreilles qui bouge. Ah, ça je le sens pas. Là, je ne sens pas mes oreilles qui bougent, je dois le reconnaître, et ça c'est un vrai problème dans ma vie. Aïe, aïe, aïe. Un vrai problème que j'essaie de régler, mais bon voilà, vraiment c'est très très difficile. Donc attentif à ce qui se passe en moi, mais aussi attentif pendant que je communique à ce qui se passe en face de moi. Bien entendu. Quels sont les signaux en fait que me renvoie la personne ou le groupe de personnes qui est en face de moi, le public qui est en face de moi, ce qui va me permettre de m'ajuster finalement, d'ajuster en conscience ma communication de façon à être le plus pertinent et le plus efficace possible. Avec
ce qui va très bien avec, l'autre conseil qu'on pourrait vous donner, c'est d'être dans une écoute active, en fait, d'écouter activement les réactions et puis les retours du public, en étant dans une posture avec de l'empathie. Parce que finalement, on peut aussi tenir compte de leurs perspectives et de leurs besoins pour mieux comprendre et mieux répondre aux attentes. Et là, je pense à moi, j'adore faire ça. Quand tout à coup, je fais un discours, on va dire, ou que je fais une conférence, ou que je donne un cours, et qu'un étudiant m'interrompt avec une question, par exemple, qui pourrait me mettre dans l'embarras, selon la posture que je choisis. Et puis, en général, ce que ça provoque chez moi, c'est un immense fou rire, ou en tout cas un truc du genre « Non mais incroyable, celle-là, je l'avais ni vu venir, ni j'y avais pensé, et elle est incroyable ». Et en fait, à ce moment-là, ça rouvre un champ des possibles. Mais je pourrais à ce moment-là, en fait, refermer directement et puis rester dans une communication, on va dire, qui ne prend pas en compte, de tête à tête et qui ne prend pas en compte, en fait, la réaction, l'interrogation, le questionnement qui est en train de se présenter. Alors que souvent, quand ça émerge, c'est des espaces de découverte réciproque incroyables. Et ça permet de sortir aussi de la configuration prof à élève ou enseignant à puis d'être dans un réel échange. Mais ça, c'est vraiment... moi, j'adore ces moments-là. Même si des fois, ils me mettent mal. Mais aujourd'hui, j'ai appris à dire, bon, en fait, votre question... Et en plus, j'ai appris à dire, en fait, j'ai pas de réponse à votre question. J'en sais rien du tout. Je veux bien me renseigner. Mais aujourd'hui, là, j'ai pas de réponse précise à vous amener. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Mais du coup, c'est vraiment être en fait aussi à l'écoute de ce qui se passe dans le groupe. Et d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le groupe, c'est aussi avoir la capacité pour moi, à un moment donné, de changer sa communication et de changer sa communication avec quelque chose qui dit « Ok, en fait, ce que j'ai prévu, ça va pas le faire. » Parce qu'aujourd'hui, il est en train d'émerger autre chose. Et en fait, si je me connecte aux besoins que je ressens et je vais les valider avec vous, en fait, on va un peu faire la fin de l'après-midi ou de la matinée différemment, si c'est OK pour vous, enfin de valider. Mais du coup, je trouve que ça, si on n'est pas à l'écoute, on ne le perçoit pas. On peut rester focus sur son document, ce qu'on avait prévu, sur ce qu'on avait imaginé comme mot, puis finalement passer à côté d'une co-création qui peut être vraiment intéressante. Absolument, c'est exact. Quelques exercices créatifs pour développer les aspects de communication consciente, d'adaptation du style et du contenu de votre communication en fonction de votre public cible. Le premier, c'est si vous avez la possibilité, avant d'annoncer quelque chose, un changement, une transition, un élément important dans le contexte d'une équipe, ça peut être une association, ça peut être un comité auquel vous participez, une entreprise, enfin bon, peu importe. C'est d'analyser votre auditoire, y compris des gens que vous connaissez bien. Prendre quelques instants pour analyser votre auditoire et prendre quelques notes importantes, de façon à analyser les besoins et les caractéristiques du public auquel vous allez vous adresser. Donc c'est très simple. Avant votre présentation, avant votre communication importante, vous prenez quelques minutes pour dresser une liste des caractéristiques de votre public cible, je vais dire les choses comme ça. Vous pouvez inclure des informations telles que depuis combien de temps on se connaît, est-ce que peut-être j'ai quelques points d'affinité avec telle ou telle personne parce que ça peut être des soutiens dans l'auditoire, quel est l'âge des personnes, si je ne les connais pas vraiment ou si je ne les fréquente pas vraiment, quel est par exemple leur niveau d'éducation, c'est très générique ce que je suis en train de dire, mais quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont les valeurs des personnes qui sont là dans cet auditoire, et puis vous allez utiliser ces informations pour ajuster au mieux votre message, votre style de communication en conséquence. Ça va vous permettre de rejoindre plus facilement votre auditoire. Alors on est bien d'accord que ce sont essentiellement des suppositions que vous allez faire si vous ne connaissez pas personnellement l'auditoire, mais ces suppositions peuvent vous aider à vous préparer d'une façon différente et à être à l'écoute aussi de ce qui va se passer à l'intérieur du groupe, d'une façon complètement différente de quelque chose que vous avez préparé, puis vous arrivez, vous déballez votre truc et vous repartez, quoi. Voilà, donc prendre le temps de se préparer, ça peut être une bonne façon d'ajuster votre message et votre style de communication à votre auditoire. On peut faire un jeu de rôle avec des profils variés. Ça, c'est vraiment chouette, en fait, avec l'objectif de pratiquer l'adaptation du style de communication, en fait, à différents publics.
Donc là, le déroulé, il est assez simple. En petit groupe, vous assignez à chaque membre un profil de public avec des caractères spécifiques. Par exemple, une bande d'ados. Ok, ça peut être ça. Ou, j'allais dire, vous avez 4 groupes. Un groupe qui s'intéresse uniquement à la question pourquoi, oui, un autre à la question quoi, un autre à la question comment, et un autre à la question à quoi ça sert. Exactement. Et puis, tour à tour, chaque participant doit présenter en fait un sujet en adaptant son style de communication en fait au profil qui lui est attribué. Et puis après chaque présentation, on discute des points forts, des points à améliorer en termes d'adaptation au public. C'est ça. Et c'est vrai que c'est savoureux souvent. C'est souvent savoureux comme exercice. C'est ça. Ouais, effectivement. C'est ça. C'est une bonne manière de prendre conscience que il y a des besoins différents dans l'équipe. Avec le débriefing, le feedback, comme on en a parlé dans l'épisode juste avant, un feedback bien donné, c'est vraiment une très 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 belle façon d'apprendre à s'adapter à un public. Et on peut bien rigoler. Ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'en plus, vous pouvez encore imaginer une série d'accessoires à disposition pour se mettre dans une posture face à un public dont vous n'auriez pas l'habitude. C'est ça. Moi, je m'imagine, si je devais donner un discours à, je sais pas moi, des directeurs de banque ou à une assemblée de comptables. Ah là là, je pense qu'il faudrait que je travaille sérieusement mon style de communication. C'est ça. Mais on peut très bien imaginer ce genre d'exercice aussi. Imaginons que vous ayez une décision importante à annoncer dans votre famille. Vous pouvez très bien prendre un moment pour vous mettre dans les baskets des différents membres de votre famille. Vous demandez quels sont les besoins de tel enfant, de tel frère, de telle sœur, de tel parent. Et puis, vous dire, ok, j'ai ça à annoncer, comment j'annonce ça à tel ou tel type de personne. Et d'ailleurs, en vrai, si vous avez déjà vécu une période de transition dans votre vie importante, dans laquelle vous avez dû annoncer des choses, sans doute ça s'est pas fait pendant une réunion de famille où tout le monde était là. Sans doute ça s'est fait petit à petit, en ayant telle ou telle occasion de discuter, peut-être plus en tête-à-tête ou en privé avec tel ou tel membre de la famille. Et sans doute que la façon dont vous avez présenté les choses était différente. Donc, nous avons cette conscience que on ne dit pas les mêmes choses de la même façon à tout le monde. Voilà. Donc, exercez-vous aussi de cette façon-là si vous avez une décision qui embarque avec vous des membres proches, un conjoint, des enfants, une famille. Ça peut être aussi un bel exercice. Et puis le troisième exercice créatif, je reboucle sur l'épisode précédent, mais c'est de faire une évaluation post-communication, c'est-à-dire un feedback, comme on en a longuement parlé dans l'épisode précédent, avec l'idée de réfléchir après coup, comment est-ce que je pourrais améliorer la façon dont j'ai dit les choses. Voilà. Même si on pourrait me dire, ouais, mais Jean-Marc, c'est pas tellement pleine conscience ça. Parce que déjà dans la vie de tous les jours, lorsque je vis un événement de communication, il se peut que, allez, je caricature, la nuit qui suit, je refais 15 fois la conversation pour savoir qu'est-ce que j'aurais dû dire, qu'est-ce que j'aurais pas dû dire, machin. Donc là, ce que tu es en train de me demander, Jean-Marc, c'est en fait de me coucher, de ruminer et de me taper une nuit blanche. Bon, c'est pas ce que je voulais dire. Mais il y a quand même un peu de ça. Dans l'idée de prendre le temps de s'interroger sérieusement, mais pas en ruminant. Parce que la rumination, elle est faite surtout d'une émotion qui, pour moi, n'a pas été digérée. Une émotion qui n'a pas été digérée, et donc je rumine sur comment j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre, qu'est-ce que je n'aurais pas dû dire, etc., etc. Là, je parle plus d'une évaluation, on va dire, de tête, pour dire, ok, ça, j'aurais pu le dire différemment, ça, la prochaine fois, je le dirai comme ça j'aurais pas dû le dire, là, j'aurais dû plus insister, là, j'ai pas du tout parlé du comment, ici, j'ai trop parlé du quoi, etc., etc. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses dont je parle. Donc, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous avez partagé ce que vous vouliez partager au sujet du changement qui est important pour vous, de la transition qui est importante pour vous, du style de communication que vous avez adopté avec une ou avec plusieurs personnes. Est-ce que vous êtes resté, vous, dans votre truc, sans prendre en compte l'autre, ou est-ce que vous avez essayé de prendre en compte l'autre, ou les autres? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Ou qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a bien marché? Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour vos prochaines interactions avec les mêmes personnes, ou avec un public similaire, ou avec un public différent? Ça va vous aider à progresser en pleine conscience sur votre capacité à ajuster votre style de contenu et de communication en fonction des gens auxquels vous vous adressez. Et un petit exercice qui est facile à faire et que j'ai fait pas plus tard qu'hier, c'était réécouter en fait un message vocal que j'ai envoyé à quelqu'un. Et c'est un exercice intéressant quand vous sentez que le message que vous avez envoyé est peut-être pas
parfaitement aligné en fait, que vous sentez au moment où vous le faites et que vous l'envoyez que ça gratte à l'intérieur. Vous êtes pas dans la joie, vous êtes dans quelque chose qui, voilà, un espèce de brouhaha. Vous sentez que c'est pas si ok que ça. C'est intéressant. Alors ça demande un peu d'humilité, puis ça demande un peu de courage vraiment de réécouter en fait les messages et de décortiquer en fait tous les petits mots, ceux qui blessent, ceux qui font ci, ceux qui font ça, puis de se dire ouais non mais attends en fait le style de communication il peut être travaillé parce que clairement ni j'en suis fière et je peux comprendre ce que ça a créé chez l'autre quoi. Ouais, donc c'est aussi un exercice intéressant. Mais moi je suis pleine de gratitude pour cet épisode. Tu sais pourquoi ? Avant, tu te souviens ce qu'on a discuté juste après le dîner ? Je te disais « mais Jean-Marc, j'ai une grosse décision à annoncer lundi, puis qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi la meilleure manière ? Est-ce que c'est sur un mode festif ? Est-ce que c'est sur un mode sérieux ? Sur un mode individuel ? Et en fait, j'ai trouvé mon idée. Super. Alors voilà, j'ai trouvé mon idée. Magnifique. Ouais. Voilà, ça sert aussi heureuse. À ça, ces temps d'échange. Et moi aussi, je suis très heureux. J'ai eu le sentiment de vraiment coller à l'une des 3 valeurs que nous cherchons à transmettre dans ce podcast. Simplicité, bonne humeur et authenticité. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir collé là quelque chose de très authentique en partageant des choses très personnelles. J'espère que cet épisode vous aura aidé, appris 2-3 choses intéressantes ou donné envie de creuser ce sujet en conscience. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez une question à poser, quelque chose à partager, n'hésitez pas à le faire sur le formulaire du site, un formulaire confidentiel, jeanmarcterrel.com/podcast. Nous sommes toujours très heureux avec Jacqueline de lire vos commentaires et on peut prendre le temps, si vous le souhaitez, d'y répondre. C'est ça. Faites-vous une toute belle journée et puis on se réjouit de vous voir au prochain épisode.